présenter les actualités du réseau atrésie des voies biliaires et cholestase génétique. Et ça, c'est un petit schéma pour vous montrer qu'en fait, notre réseau reprend la majorité des situations de cholestase néonatale avec une grosse partie sur la gauche qui est l'atrésie des voies biliaires et les autres cholestases génétiques. Quand on fait la littérature sur l'année précédente avec les mots-clés, on voit qu'il y a beaucoup de littérature sur l'atrésie des voies biliaires. C'est une thématique en vogue en ce moment, et un peu moins sur les autres thématiques. Donc en fait, je vais centrer ma présentation aujourd'hui sur l'atrésie des voies biliaires et les cholestases génétiques, notamment PFIC2 et PFIC3. Alors, concernant l'atrésie des voies biliaires, je voulais présenter ce papier en fait qui est paru récemment, qui vise, et qui est un petit peu novateur en fait, vous allez voir, qui utilise un outil pour étudier les cholangiocytes dans le cadre de l'atrésie des voies biliaires. Le but de cet article, c'était d'identifier la vulnérabilité des voies biliaires chez l'enfant dans le cadre de l'atrésie des voies biliaires et d'utiliser un outil qu'ils ont appelé Multi-Compartment Biliary Organoid, en fait avec un assemblage de différentes cellules, vous allez comprendre, et regarder un petit peu, se servir de cet outil pour étudier la régulation de l'épithélium. Et en fait, à la fin de l'article, ils ont identifié que TGF-bêta, le pathway, la voie de signalisation TGF-bêta, était essentielle pour le développement de l'épithélium biliaire et la promotion de l'interaction avec la matrice extracellulaire. Alors, ils ont d'abord isolé, je ne sais pas si j'ai un petit machin. Tac, voilà. Ils ont d'abord isolé donc, des cholangiocytes à partir de patients et ils ont fait donc, des organoïdes standards, organoïdes biliaires. Et ensuite, ils ont pris ces cellules, ils les ont dissociées, les ont mis en co-culture avec des cellules endothéliales et des cellules mésenchymateuses et ils ont obtenu donc, ces compartments biliary organoïdes avec plusieurs couches, comme vous pouvez le voir ici. Alors, plusieurs éléments intéressants. Quand ils ont mélangé uniquement les cholangiocytes et les cellules épithéliales, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de structure organoïde. Quand on mélange les cholangiocytes avec les cellules mésenchymateuses, on voit des structures qui ressemblent à des organoïdes, mais comme vous voyez ici, en fait, donc là, c'est contrairement au MBO, je vais parler comme ça. MBO, c'est les 3 types de cellules qui mélangent les cholangiocytes avec les cellules endothéliales et les cellules mésenchymateuses. On obtient un mélange en fait de toutes les cellules, alors que quand il y a 2 contingents cellulaires, eh bien, les cellules biliaires restent séparées. Donc, ce qui n'était pas très satisfaisant. Et effectivement, vous voyez ici que dans cette structure, donc ça c'est les MBO, donc on voit CK19 qui marque et qui marque un petit peu partout et qui est mélangé avec les cellules endothéliales qui se retrouvent à l'intérieur de la structure et les cellules mésenchymateuses en pourtour. Donc il y a vraiment une organisation très spécifique de ces structures. Donc ensuite, le but, c'était d'étudier l'atrésie des voies biliaires. Donc, à la place de cholangiocytes témoins, ils ont pris des cholangiocytes issus de patients avec atrésie des voies biliaires. Et donc ça, c'est les MBO contrôle et MBO avec les cholangiocytes d'atrésie des voies biliaires. Vous voyez qu'en fait, c'est différent. Effectivement, il y a un épithélium biliaire qui est bien... qui est bien présent chez les contrôles, alors que l'épithélium biliaire est beaucoup plus fin, désorganisé, et il n'y a pas cette structure en fait, d'interaction avec les autres cellules. Et ça, c'est la même chose en fait en immunofluorescence. Donc chez les contrôles, on voit bien l'épithélium biliaire, et là, c'est beaucoup moins net. Cet épithélium biliaire, donc là c'est toujours les témoins et ça c'est les structures avec les cholangiocytes atrésie des voies biliaires. Vous voyez qu'il y a effectivement, comme on vient de voir, un épithélium qui est incomplet, une perte de l'interaction des jonctions cellulaires, enfin voilà, des interactions cellule-cellule avec TJP1, voilà, qui est perdu ici, et une perte aussi de la polarité cellulaire avec le marquage bêta-caténine. Ils ont pris
les cellules de ces structures MBO et ont fait du RNA sec sur ces différentes structures et ont identifié que de façon différentielle, il y avait la voie TGF-bêta qui se différenciait en tant qu'expression entre les structures atrésie des voies biliaires et celles des témoins. Voilà, donc là, c'est une autre expérience pour aller plus loin dans l'exploration de cette voie TGF-bêta. Donc ça, c'est les structures contrôle, les structures avec atrésie des voies biliaires. Et quand on met un inhibiteur de TGF-bêta, eh bien, on retrouve la structure plus normale que sans inhibiteur de TGF-bêta. Donc ça, c'était chez les cellules humaines. Et donc, ils ont aussi établi un modèle animal. Donc ça, c'est le modèle classique des souris bulbes injectées avec le rotavirus qui va créer une destruction des canaux biliaires, une inflammation. Donc c'est un modèle classique d'étude de l'atrésie des voies biliaires. Donc ça, vous voyez que c'est les contrôles. Ça, c'est les souris injectées, donc les souris contrôle positive du modèle atrésie des voies biliaires. Donc on voit qu'à 4 jours, il y a une destruction des canaux qui commence à apparaître et puis une obstruction complète des canaux à 7 jours. Et puis en fait, quand on ajoute cet inhibiteur de TGF-bêta, eh bien, on voit qu'il y a une préservation des structures canalaires. Ensuite, ils sont retournés chez les patients et donc ils ont fait l'expression de TGF-bêta qu'on voit, bêta 1, qu'on voit sur les canaux biliaires et ont identifié donc une augmentation de l'expression de TGF-bêta chez les patients. Donc en conclusion pour cette étude, donc on voit que l'interaction des cellules est essentielle pour l'établissement d'une bonne structure des canaux, donc cholangiocytes, cellules endothéliales et mésenchymateuses. Je crois que c'était intéressant de vous montrer ces expériences, que ces structures MBO sont certainement un outil à développer dans l'avenir, que TGF-bêta semble avoir un rôle dans le maintien de l'organisation correcte des canaux biliaires, à la fois chez l'homme et chez ce modèle murin. Et donc voilà, c'était une étude, je pensais, intéressante à vous présenter aujourd'hui. On va passer maintenant à la deuxième catégorie qui sont les cholestases génétiques, donc avec un petit rappel, donc, parce que je vais vous parler de 2 cholestases, PFIC3 et PFIC2. Donc ces 2 pathologies sont liées à des gènes ABCB11 et ABCB4 qui sont des ABC transporteurs. Et dans ces situations, il y a de nombreuses mutations qui sont des mutations, on dit missense, et qui vont entraîner soit pour la plupart du temps, un défaut de repliement des protéines qui vont être agrégées, accumulées dans le réticulum endoplasmique, ou bien détruites en excès, ou bien avec un défaut d'adressage, donc en fait il va y avoir un stockage, un mauvais trafic, ou bien des protéines qui vont être quand même adressées à la membrane, mais qui vont être peu active. Et donc, vous voyez qu'en fait, il y a pas mal d'études qui se basent sur une autre situation qui concerne aussi un ABC transporteur, qui est la mucoviscidose, avec des nouvelles molécules que vous connaissez certainement dans le traitement de la mucoviscidose, les correcteurs et les potentiateurs, qui vont pouvoir agir à cette étape-là pour les correcteurs et l'étape finale pour les potentiateurs. Donc, concernant les PFIC2, vous voyez qu'en fait, différentes molécules ont été, on va dire, testées dans le passé, notamment le phénylbutyrate, qui est plus qu'une molécule chaperone, en fait, est plutôt un modulateur de la prostéostasie, qui va aider à la stabilisation des molécules, qui va empêcher la dégradation des molécules, qui va favoriser le transport dans le Golgi et qui va aussi favoriser l'adressage à la membrane. Donc dans ce contexte, donc il y a eu différentes études qui ont concerné différents types de mutations, des mutations de classe 2, et cette mutation qu'on va revoir ensuite, qui était plus difficilement traitable par cette molécule. Et enfin, un petit peu de la même façon que ce qu'on voit dans la mucoviscidose, les mutations qui concernent la protéine qui est bien adressée à la membrane mais qui est moins effective, eh bien, il va y avoir une action aussi de ces molécules sur la fonction de la protéine.
Ça, c'est des choses qui avaient déjà été montrées. Donc ça, c'est un article dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui est paru récemment et qui concerne effectivement les PFIC2 et qui a pour but d'essayer de trouver de nouveaux traitements dans des situations un peu similaires. Donc là, c'est des mutations. Donc c'est une mutation de classe 2, mais un petit peu particulière. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il répondait pas bien au traitement par le phénylbutyrate. Et donc différents types de molécules ont été testés. Et en fait, dans cette mutation, il y a à la fois des problèmes de repliement, des problèmes de transport et aussi de stabilité à la membrane. Donc dans cette étude sur ce type de cellules, il y a eu une étude de l'expression canaliculaire de la protéine ABCB11 aux canalicule. Et vous voyez que la phénylbutyrate et la glycéroïde, glycérol, merci. Glycérol phénylbutyrate permet une restauration satisfaisante et de façon étonnante, et voilà, c'était un peu une redécouverte, j'avais lu, mais j'ai redécouvert en lisant le papier que l'acide urso associé au phénylbutyrate a un effet satisfaisant. Même chose en fait sur le transport des acides biliaires, parce qu'en fait cette protéine a pour but le transport des acides biliaires. Vous voyez que le phénylbutyrate, glycérol et j'ai un trou, phénylacétate, merci Emmanuel, ont un effet également intéressant. Et pareil, en fait, les correcteurs, ces deux molécules donc, qui sont utilisées dans la mucoviscidose, va pouvoir avoir un effet intéressant. Ça, ce sont des expérimentations qui ont été faites sur cellules. Ensuite, le but de cette étude a été aussi d'identifier d'autres molécules qui pourraient être intéressantes par analogie de structure avec le phénylbutyrate. Et donc, différentes catégories de molécules ont été testées. Vous voyez que leur effet est effectivement notable par rapport au contrôle, néanmoins un peu moins efficace, à la fois sur l'expression canaliculaire que sur le transport. Ça ne rejoint pas les effets bénéfiques des molécules antérieurement testées. Alors ici, en fait, c'est pour vous montrer l'expression canaliculaire qui va être restaurée pour cette mutation. Et je vois plus ce que j'ai. Voilà. Donc là, c'est ABCB11, donc c'est l'expression de la protéine qui normalement doit être au niveau canaliculaire, et ABCB2 qui sert de contrôle pour le canalicule. Et donc vous voyez que c'est l'action synergique finalement de ces deux molécules qui est la meilleure option de traitement. Donc en conclusion pour cette étude, donc cette mutation qui est une mutation visiblement un petit peu résistante au phénylbutyrate, qui est une mutation de classe 2, semble quand même répondre à différentes molécules, que l'association d'acide urso plus phénylbutyrate semble avoir un effet synergique, et que effectivement par cette méthode de screening moléculaire, on pourra peut-être dans l'avenir identifier d'autres traitements qui pourraient être efficaces. Et donc ça, c'est la dernière étude dont je voulais vous parler. Donc là, il s'agit plutôt des PFIC3, donc toujours les mutations de classe 2. Toujours le but, c'est par un screening de drogue, obtenir ou en tout cas identifier des nouveaux traitements. Donc là, cette équipe a développé un modèle intéressant avec un tag rouge pour taguer la protéine et un tag vert pour taguer la protéine qui est à la membrane. Et donc là, c'est pour vous montrer en fait, donc le but étant d'identifier quelles protéines vont aller à la membrane pour pouvoir identifier des drogues qui vont être intéressantes pour recibler les protéines qui vont aller à la membrane. Donc vous voyez ici en fait, donc ça c'est les cellules wild type, ça c'est les cellules non traitées. Donc vous voyez qu'en fait il y a bien la protéine, mais la protéine n'est pas exprimée à la membrane. Et là, avec les différentes conditions, on voit qu'il y a une réexpression à la membrane. Donc c'est un outil qui est intéressant à explorer. Donc là, dans cette étude, les auteurs ont screené un certain nombre de composants dans des bases de données. Et en fait, donc ils ont étudié la réexpression des protéines en fonction, de la protéine en fonction avec cette mutation
un petit peu particulière avec ce système. Et donc là, vous avez les contrôles négatifs, les contrôles positifs, et puis les composants qui sortent un petit peu du lot. Et donc, il y avait 3 composants différents. Et donc, ces 3 composants différents ont été testés. D'une part, pour tester leur effet sur la maturation de la protéine. Et vous voyez qu'ici, c'est la protéine wild type, la protéine contrôle. Et effectivement, ça, c'est le contrôle positif. Et en fait, les 3 molécules vont permettre la maturation, une meilleure maturation de la protéine avec des effets divers. Vous voyez que ce composé-là semble être moins efficace. Ensuite, ils ont testé la relocalisation canaliculaire de la protéine avec cette mutation un peu spécifique. Et vous voyez qu'effectivement, en fonction des différents composés, on voit une relocalisation de la protéine au niveau canaliculaire. Et puis enfin, le 3e élément qui a été testé, c'est la sécrétion de phosphatidylcholine. Et vous voyez qu'ici, en fait, il n'y a pas de restauration significative. En revanche, pour ce composé 3, oui. Et donc ça a été fait pour cette mutation-là. Et une fois que ce travail a été fait qui prouvait l'efficacité de cette technique, 2 autres mutations, donc aussi de classe 2, ont été testées. Et vous voyez, avec donc, cette mutation ici, on a un effet partiel en fait, de relocalisation et uniquement un effet du composant 3 significatif sur la sécrétion de la phosphatidylcholine. En revanche, pour cette autre mutation, on voit que finalement la relocalisation est vraiment plus que partielle et il n'y a pas vraiment d'effet significatif de la sécrétion de la phosphatidylcholine. Donc en conclusion pour cette étude, eh bien, c'est une nouvelle façon de tester des nouveaux traitements avec cet outil pour étudier la relocalisation membranaire des protéines. L'équipe a identifié 3 nouveaux composants comme potentiels thérapeutiques, éventuellement à développer dans l'avenir. Et donc, voilà, parfois certaines mutations, notamment cette mutation initialement tester une mutation de classe 2 qui semblait être un petit peu borderline entre différentes situations, pourrait bénéficier du développement de ce screening de drogue. Et je pense que c'est la fin de la présentation.